J'avais dit quoi le mois dernier? Que le mois de novembre avait l'air chargé? J'aurais dû peser mes mots. Il a été ultra chargé. Il y a eu beaucoup trop de films, vous avez vu, il y a des chroniques qui sont sorties même le dimanche tellement c'était surchargé. Donc vous vous en doutez, ce rattrapage il est bien garni. Donc ne perdons pas plus de temps et abordons tous les films que nous avons loupés durant ce mois de novembre 2023. Pas facile de se frotter à un genre que l'on ne maîtrise pas du tout. Et cela, on a de nombreux exemples dans le passé ou même dans le présent qui nous prouvent que lorsqu'on ne maîtrise pas quelque chose, il vaut mieux éviter de s'y frotter, ou en tout cas de tenter de livrer un objet cinématographique en l'occurrence qui ne ressemble absolument pas à ce que l'on pourrait correctement offrir. Mais Annie Laurent se lance donc sur la plateforme Netflix dans la comédie d'action avec ce qui aurait pu donner lieu, ou presque, à une adaptation des Totally Spies, mais qui s'avère être tout simplement une mauvaise comédie qui ne parvient qu'à peine à rendre clair et limpide son action, le tout dans un écrin de cinéma trop criard pour réussir à sonner comme à la hauteur de sa promesse et pas assez audacieux en termes de fond ou en termes de développement de personnages pour amener un peu de nouveauté dans un genre un peu trop cantonné et dans un genre que la réalisatrice ne maîtrise pas assez. Et après, on pourra apprécier un casting qui tient à peu près la route, Adèle Exarchopoulos s'éclatant clairement à l'écran, mais où Isabelle Adjani, par exemple, est totalement et magnifiquement perdue, mélange parfait démontrant les maladresses de cette œuvre bâtarde et pas maîtrisée. Un film maladroit, bancal et qui tout simplement ne tient pas la route. Ah, est-ce qu'on serait pas là sur un bon cliché de comédie? On dirait que cela est en train de devenir un genre à part entière, porté uniquement par Eric Fraticelli depuis maintenant 3 films en tant que réalisateur, soit ce que l'on pourrait nommer la bonne comédie corse des familles qui fait plaisir et qui ne cherche pas forcément à changer la donne du genre en France. Oui, c'est un peu long. Cette nouvelle incursion, inspirée en plus d'une histoire vraie assez surprenante dans le genre, donne lieu à un moment de cinéma iconoclaste, mais assez maladroit et grossier, s'embourbant dans une mélasse dramatique, répétitive et pas très intéressante, et sonnant surtout comme un peu trop cliché, en sachant qu'il ne s'agit pas de grand chose d'un point de vue dramatique, mais que cela aurait pu chercher à aller un tout petit peu plus loin pour réussir à pleinement nous convaincre. Reste que le trio Fraticelli, Corti et Bourdon fonctionne bien, les 3 acteurs possédant une bonne alchimie qui amuse et entraîne, et donne une bonne émotion à l'ensemble, permettant à cette comédie un peu lourde de décoller malgré son poids. Mais malgré tout, c'est clairement pas foufou dans son genre. Au vu du titre, je ne m'attendais pas à grand chose en fait. Au vu du pitch, je m'attendais à beaucoup de clichés. Et pas plus que cela de créativité de la part d'un film sonnant comme un espèce de mélange surprenant entre du mélodrame bien à la française et une certaine poésie humaine typiquement britannique pour un film aux accents comiques et burlesques assez bizarres sur le papier. Gilles Le Gardinier, qui adapte son propre roman à l'écran, nous offre un film étonnant, mais pas très surprenant. Le genre de métrage qui réussit à emporter, malgré une impression de déjà-vu assez impressionnante, et qui peut sonner comme un véritable frein lorsque l'on commence l'aventure, mais qui s'adoucit et sonne comme émouvant au fur et à mesure que l'on avance, comme une petite douceur qui réussirait délicatement à fondre en bouche. Au fond, c'est ce que l'on demande à ce genre de moment de cinéma, qui plus est porté par le choix surprenant de John Malkovich, qui en fait un peu des caisses avec l'accent français forcé, mais qui amuse par sa drôlerie et sa joie de vivre assez contagieuse, en portant assez bien le spectateur sur son passage. Drôle, sans être renversant, mais c'est plutôt touchant. Une grande figure, ici notamment du cinéma, inspire toujours un petit peu de fascination. Que ce soit autour de sa carrière, que ce soit dans la manière avec laquelle celle-ci choisit de regarder et comprendre le monde qui l'entoure, que ce soit dans la logique accompagnant son geste d'auteur, certains auteurs, acteurs, réalisateurs de cinéma sonnent comme des icônes, aussi bien fortes que simplement humaines. Tom Zimi choisit d'accompagner la figure quasi titanesque de Sylvester Stallone le temps d'un documentaire très classique dans sa forme et dans son fond, mais sonnant également comme une jolie exploration d'un auteur et d'un acteur hors norme. Un mec qui s'est fait tout seul, que le cinéaste glorifie peut-être un peu trop dans un ouvrage cinématographique un peu trop hagiographique, mais donnant tout de même à l'acteur et réalisateur l'opportunité de faire le point sur sa vie d'une bien belle manière. Accompagné par son témoignage et sa sensibilité dans son regard, l'acteur livre ainsi un regard intime sur sa personne, parfois un peu trop sensationnel et grandiloquent, mais finalement à l'image de ce qu'il a toujours représenté dans le monde du 7e art. Un joli témoignage d'un auteur comme clairement, on n'en fait plus. Parfois, l'image pourrait suffire à rendre un film intéressant. Je dis bien pourrait,
car ce n'est pas toujours suffisant d'offrir un joli film au spectateur pour qu'il se sente totalement captivé par ce qui se déroule devant lui, pouvant parfois donner la sensation de regarder du vide, alors que la plupart du temps ce n'est clairement pas le cas, et que l'on suit quelque chose de plutôt intéressant. Tran Han Hung nous offre un prix de la mise en scène totalement mérité au dernier festival de Cannes, où le brio d'une caméra et d'un montage se déplaçant avec aisance et douceur dans les cuisines et la vie sentimentale de cet homme touche à merveille le spectateur. Malheureusement, la faute à une écriture assez hasardeuse et pas forcément très juste, le cinéaste se perd dans une démarche narrative assez vide et creuse qui sonne comme intrigante, mais pas aussi passionnante ou entraînante que la promesse qui nous était faite à la base. Reste que le duo Benoît Magimel et Juliette Binoche fonctionne à merveille, les deux acteurs parvenant à porter avec douceur et sensibilité le métrage sans donner les performances de leur vie, mais en apportant une touche d'émotion forte à une œuvre qu'il est tout autant dans son geste. Il aurait juste fallu que l'histoire ait un tout petit peu plus de rythme. Là, on sent que l'univers commence clairement à partir dans tous les sens et que ça pue pour la suite. Déjà, on le sentait avec les précédents projets, l'année 2023 étant une véritable source de questionnement par rapport au futur du MCU et de sa logique ultra créative et lucrative, amenant de nombreux questionnements quant à la suite de l'univers et des nombreuses propositions peuplant notre paysage audiovisuel. Si l'on peut dire que Nia DaCosta n'offre pas le plus inintéressant des films de cet univers, elle offre tout de même, il faut le reconnaître, le film le plus faible d'un point de vue enjeu, structure dramatique, profondeur et réflexion héroïque, et surtout encore une fois sonne comme un long métrage creux et vide, sans inventivité, et démontre les limites de vouloir amener un univers étendu qui se doit d'avoir une cohérence sans avoir vu 7 films et 3 séries pour cerner les avancées des personnages. Après, Brie Larson s'en sort bien, accompagnant ce récit avec un certain panache, sans réussir plus que cela pour autant à totalement dominer et emporter le film, le laissant souvent s'enliser dans sa propre facilité et son côté inabouti. C'est le film de trop qui semble clairement montrer une chute qui semble de plus en plus inévitable. Un bon personnage peut donner lieu à un très joli moment de cinéma. On en a déjà parlé, mais lorsque l'on cherche à construire correctement un bon personnage de cinéma, cela peut suffire à donner de l'ampleur et de la perspective à une narration, donnant lieu à une œuvre qui ne sonne pas comme nouvelle, mais comme assez attachante pour réussir à nous emporter tout de son long. Anna Novion nous emporte dans le récit d'une jeune mathématicienne enfermée dans la compréhension d'un théorème insoluble qui la travaille depuis l'âge de 12 ans pour une œuvre assez caricaturale sur les bords, mais qui dans son corps et son essence pure sonne comme terriblement attachante et entraînante, donnant lieu à une œuvre qui fonctionne extrêmement bien, qui est peut-être un peu longue pour ce qu'elle a à nous raconter, mais qui n'en reste pas moins d'une grande justesse dramatique et qui fonctionne de tout son long. Et surtout, le film vaut pour l'interprétation folle d'Ella Rumpf, qui livre ici une prestation totalement et magnifiquement possédée par une héroïne qu'elle rend terriblement attachante, qu'elle parvient à emmener totalement et avec de belles scènes pleines d'émotions à la clé qui font toutes mouche. Un joli film, passionnant et plutôt prenant. Bon, là on est clairement sur du bon gros cliché bien à la française. Et rien de bien entraînant en plus sur le papier, le genre de cliché sonnant comme lourd, comme poussif, comme pas du tout aguicheur ou simplement juste pour le spectateur, pour une œuvre de cinéma se posant comme l'archétype social et comique à la française qui cherchera tout de même à être politique. Karine Blanc et Michel Tavares ne vont clairement pas réussir à rassembler les spectateurs avec cette proposition de cinéma maladroite, pas forcément ou foncièrement mauvaise dans son traitement et sa construction, mais tellement basée et entraînée par un paquet conséquent de clichés que pour le coup, difficile de sauver le film, si ce n'est contre les gens de droite qui se sont offusqués tout seuls d'un long métrage qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils ont voulu descendre façon Pascal Praud. Et puis Clovis Cornillac n'est pas du tout surprenant, l'acteur jouant encore et toujours un peu le même type de personnage facile et cliché sans réussir plus que cela à apporter grand chose, un héros qu'il rend caricatural et pas du tout attachant pour un sou. C'est pas bon certes, mais ça vaut pas non plus un bashing comme c'est le cas. Sur le papier, on est clairement sur le genre de long métrage qui sonne comme un bon gros ovni. Un pur objet de cinéma unique et iconoclaste car dans le genre, je veux mixer le documentaire et la fiction, mais également chercher à faire une thérapie sur ma propre famille et sur mon héritage matriarcal au sein de celle-ci, difficile de trouver meilleure représentation que ce métrage unique sur le papier.
Mona Achache, après plusieurs passages à la fiction assez classique et convenue, nous offre un moment de cinéma surprenant. Une œuvre audacieuse dans ses choix dramatiques et esthétiques, un film qui se repose sur une idée assez surprenante, se servant avec un certain brio d'une grande actrice pour faire un portrait de femme très intime, même si clairement le long métrage se perd un peu dans sa forme et que finalement, un aspect plus classique aurait donné plus de perspective à ce moment d'émotion. Reste que Marion Cotillard est absolument folle dans le rôle de la mère de la réalisatrice, lui donnant une intensité et une justesse d'esprit rare qui suffit à donner une véritable intensité à tout ce qui se passe devant nous du début à la fin. Un beau film, pas parfait certes, mais très émouvant par son sujet. Bon là, c'est clairement le bon gros film polémique, sans rien derrière. Parce que cela faisait longtemps, enfin, j'aurais presque envie de dire depuis le début d'année avec Vaincre ou Mourir, que l'on n'avait pas eu un bon film porté uniquement par une polémique, sans rien de plus sur le papier à nous offrir qu'une vieille théorie du complot bien facile avec du Trumpisme à l'arrière, en veux-tu, en voilà. Alejandro Monteverde est un réalisateur plutôt efficace, offrant un film assez entraînant avec du rythme et une certaine intensité cinématographique, mais qui porte un sujet assez terne et surtout pas du tout maîtrisé ou correctement emporté, car pour le coup, ce n'est pas vraiment du complotisme que l'on a ici, mais simplement une histoire assez maladroite, cherchant à traiter avec un peu trop de sous-entendus d'un sujet de société assez important, mais avec un sensationnalisme criard et lourdingue qui fait un peu peine à voir. Et puis Jim Caviezel, qui montre un peu trop son opinion politique, plus qu'il ne cherche à réussir à marquer les esprits, donne tout de même lieu à une jolie prestation qui emporte assez bien le métrage, sans plus le faire briller que cela. Un film pas très bien, esthétiquement impeccable hein, certes, mais qui n'a rien de plus à nous offrir. On serait pas sur quelque chose qu'on connaît déjà bien par cœur ici ? Sur le papier en tout cas, car c'est un peu comme cela que pouvait se poser cette réalisation assez classique de la part de Christophe Baratier qui semble se chercher depuis maintenant quelques années, offrant tout de même de petits et simples moments de 7e art, sans forcément chercher plus que cela à surprendre. De cette histoire qui pourrait ressembler à mille et une autres, autour d'un père et de son enfant, le metteur en scène français offre un film classique mais particulièrement juste dans son traitement émotionnel et dans la construction du parcours de son héros, qui ne sonne jamais comme convenu ou simplé, mais au contraire, très juste et attachant, donnant lieu à un tout, certes un peu trop long pour ce qu'il est, mais tout de même entraînant et rempli de douceur. Et puis, chose surprenante, Kev Adams est très bon dans le rôle principal, le jeune acteur parvenant à être d'une grande sobriété avec son traitement d'un personnage qu'il aurait pu rendre caricatural, mais qu'il parvient à rendre très attachant et très émouvant. Une œuvre simple, classique, mais finalement plutôt juste. Certains auteurs sont parfois clairement enfermés dans leur propre style. Autant cela peut parfois donner de jolies surprises, autant la plupart du temps tout de même on sent que ces auteurs n'arrivent pas à se renouveler, n'arrivent pas à apporter un petit plus à leur cinéma qui leur permettrait de se démarquer de la masse et donc de réussir à faire évoluer leur style et leur geste d'auteur. Robert Guédiguian est un cinéaste surprenant, car si sur le papier on aurait pu facilement se dire qu'il refait un peu toujours la même chose, il parvient au travers de sa nouvelle réalisation à respirer un bonheur et une joie de vivre qui font un bien fou, partant tout de même d'un postulat assez noir autour de l'incident entourant 2 immeubles de la ville de Marseille, mais cherchant, de cela, à traiter d'une chronique familiale arménienne particulièrement belle pour un cinéma qui donne la pêche et qui sonne comme magnifique. Comme toujours, sa troupe d'acteurs habituels le suit, emmenée bien évidemment par la belle Ariane Ascaride, qui délivre de nouvelles fois une prestation absolument folle et enivrante, qui donne tout son cachet à cette œuvre de cinéma qu'elle porte presque sur ses épaules. Un film doux, émouvant, sincère et très positif, et rien que ça fait du bien. Difficile de traiter d'un sujet politique sans risquer de tomber dans la caricature. Et cela, clairement, le cinéma le démontre presque chaque semaine, avec des films sonnant parfois comme de jolies propositions, mais ne parvenant pas à parfaitement mettre en relief leurs propos par rapport à leur contexte, ou cherchant même à être trop forts dans leur manière de poser et de mettre en perspective le sujet à la base de leur métrage. Mehdi Fikri nous offre un film très engagé, mais surtout, voire même avant tout, un film qui sonne dans l'air du temps. Une œuvre noire et macabre sur les banlieues, sur la société moderne, sur la justice et la quête de celle-ci, pour un moment de cinéma particulièrement intense, pas forcément très subtil dans sa construction dramatique, ou surprenant dans l'évolution de ses personnages, mais une œuvre qui marche dans sa globalité, notamment grâce à une belle montée de la dramaturgie et une mise en scène accompagnant cela à merveille. Le tout sublimé par un casting d'une grande justesse et d'une force folle, où Camélia Jordana ressort
comme un atout de choc, l'actrice se donnant à fond pour le rôle de Malika, lui donnant une émotion constamment à fleur de peau et une belle montée en puissance de son parcours. Un film classique, mais pour le sujet, ça fonctionne très bien. Certains cinéastes font des films à leur manière, sans rien demander en retour. Dans le sens où ils proposent, de la façon la plus frontale et la plus intense possible, une plongée dans leur logique de compréhension et d'acheminement de leur pensée cinématographique. Un regard sur le monde, sur leur époque, sur la manière avec laquelle ils estiment que le monde avance, change et évolue. Alexandre Accardi a toujours cherché à faire des films en dehors des codes habituels, essayant le plus possible d'être à la frontière d'un lyrisme cinématographique profond, mais également d'une pensée propre, notamment dans le traitement de ses personnages, comme c'est le cas ici d'un film très classique, qui n'étonne pas par sa manière de faire avancer le récit, qui embarque tout de même par les envolées de cette aventure assez folle et qui reste touchante, mais qui à aucun moment ne parvient totalement à nous étonner dans sa forme ou dans son fond. Après, comme toujours, le cinéaste sait comment maîtriser son casting, qui reste l'une des grandes forces de son film, porté notamment ici par le jeune et talentueux Léon Campion, l'acteur délivrant une très belle prestation, entouré avec talent par Marie Gillin et Christian Berkel, entre autres grands noms du cinéma français. Un film peu surprenant, qui marche, mais sans étincelle. Faire du social et du politique dans un seul film, ça c'est du défi. Mais bon, on ne va pas se mentir, au cœur du cinéma français, beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices choisissent d'en faire la base même de leur métrage, de leur proposition audiovisuelle, donnant lieu parfois à de jolies surprises, mais la plupart du temps à quelque chose de très convenu et de très classique. La preuve avec le long métrage de Brian Marciano, le jeune réalisateur dont il s'agit du premier long, nous offrant un film pas forcément très bien rythmé, pour la forme qu'il prend, pas forcément surprenant pour le sujet et le ton qu'il choisit de lui donner, pas forcément à la hauteur de ce qu'il a envie de raconter aussi, mais qui parvient à nous embarquer dans un moment de cinéma qui tient à peu près la route, qui reste assez entraînant et juste pour marcher, même si clairement on aurait pu s'attendre à plus subtil et plus maîtrisé, vu le sujet du film. Et après, Finnegan Oldfield porte très bien ce long métrage, accompagné avec une grande justesse par une Valérie Lemercier extrêmement juste, qui donne un peu de pêche à un long métrage qui par moment en manque clairement, alors qu'il s'agit d'une comédie certes dramatique, mais avant tout drôle. Un film peu étonnant, mais qui marche tout de même. Il est très complexe de parler de la finance, de manière très générale. Mais il est encore plus complexe de réussir à rendre claire une histoire entourant le monde de la finance, mais aussi une révolution qui a entraîné la chute d'un certain système de pensée financière ici ancré dans une société américaine assez rude, cherchant à enrichir les riches, mais que les pauvres vont renverser. Craig Gillespie nous offre un pur film de casse sans la moindre scène du genre, mais avec une ambition assez démesurée, celle de rendre clair à l'écran une aventure se passant quasiment entièrement dans des foyers américains fermés pendant une pandémie de Covid, pour un moment de 7e art, un peu trop complexe pour ce qu'il veut nous raconter et ce qu'il cherche à nous montrer, mais qui sonne tout de même comme un thriller aux accents comiques plutôt bien sentis, qui réussissent en tout cas à faire passer une pilule parfois très compliquée à cerner. Reste qu'au-dessus de cela, le très bon casting du long métrage, emmené notamment par le brillant Paul Dano, est un sommet de maîtrise de la part du réalisateur américain, démontrant une énième fois son talent pour emporter des acteurs vers des retranchements assez jouissifs et forts. Si ce n'est pas parfait, par contre c'est clairement jubilatoire. Il n'est pas facile de faire rire avec du gore, contrairement à ce que l'on pourrait croire. On peut faire rire par le ridicule de celui-ci, mais faire rire par le biais d'une belle mise en perspective de celui-ci dans un long métrage assez prenant et assez intense pour sonner comme divertissant et amusant, cela demande une véritable réflexion cinématographique que seuls de rares auteurs sont capables d'offrir. Eli Roth a donc décidé, après un passage surprenant dans le monde du blockbuster qui va se renouveler l'année prochaine, et qui nous offre un moment ici de 7e art renouant avec les origines de son cinéma, pour une œuvre drôle, pas du tout étonnante lorsque l'on connaît le travail du réalisateur américain, mais qui sonne comme un pur plaisir divertissant et hardcore, s'adonnant à un gore purement et simplement cool, avec des personnages prétextes et une base dramatique à la limite du cynisme mercantile, mais dans son genre, et dans le genre surtout du slasher, cela emporte avec une véritable grâce. Et puis après, dans le genre casting étonnant, le fait de mêler stars de la télévision, stars des réseaux sociaux et belle gueule facile à casser sur un grand écran, cela donne lieu à un moment de divertissement encore plus fun, emmené par un Patrick Dempsey qui semble particulièrement s'amuser au cœur de cette œuvre. Un bon divertissement d'horreur et de rire qui marche bien, mais sans surprendre par contre, surtout si on connaît le réalisateur.
on peut souffler. Encore une fois, bravo si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que clairement, ça a dû être long. Espérons que le mois de décembre sera plus léger. Pour la fin d'année, ça serait pas mal. J'en doute au vu de ce qui a l'air de s'annoncer dans les prochaines semaines, mais sait-on jamais, on pourra être surpris. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.